Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en face caméra. Ça fait une éternité que j'avais pas fait de face caméra moi. Il y a maintenant 1 an et demi que je suis expatriée à Tokyo au Japon et c'est l'heure du bilan. Beaucoup de choses se sont passées ici pendant cette année et demie et j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui quelques petits points qui me semblent assez importants. Évidemment, j'ai 24 ans, je suis un vrai bébé, c'est ma toute première expatriation, donc il est bien évident que c'est mon avis, c'est ma vision des choses, ça n'engage que moi et c'est absolument pas un jugement sur les expatriations. À mon sens, il y a autant d'expatriés que d'expatriations. Quand on part vivre à l'étranger pendant un long moment, je parle pas de vacances juste en tant que touriste, on passe souvent par plusieurs phases. Et je n'y ai absolument pas échappé. J'avais lu pas mal de choses sur ces différentes phases d'expatriation et en fait, avec le recul, je me rends compte que je les ai vécues, effectivement, mais à ma façon. J'ai vécu 3 phases, on va dire. La première, ça a été vraiment l'étape de la découverte. Le nouveau Tokyo, ma nouvelle vie, qu'est-ce que ça va être? Ensuite, il y a eu une phase un peu de rejet. Et la dernière phase que j'ai eue a été l'acceptation de l'expatriation, du nouveau pays et comment je vais faire ma place au Japon. Parlons un peu de la période de découverte. Pour ma part, cette période a duré à peu près entre le mois de mai 2017, moment où je suis arrivée, entre mai et juin, jusqu'à octobre, à peu près. Pendant ces 2 mois, tout était nouveau, c'était génial. Le Japon n'a effectivement rien à voir avec la France et je trouvais tout merveilleux. Il y avait plein de nouvelles choses à découvrir, les restos, les nouvelles traditions, les façons de vivre, le métro, l'étiquette japonaise, c'est-à-dire en gros comment on doit vivre en société au Japon. Et c'est également la période où j'avais commencé à apprendre le japonais. J'avais envie de bouger tout le temps, de tout découvrir et je voulais absolument m'imprégner de la culture japonaise, l'intégrer vraiment à mon quotidien. Je cuisinais pratiquement que japonais, j'avais énormément de choses, je voulais être comme une japonaise presque. Et à cette période, j'avais pas forcément envie de créer du lien avec les autres Français. Je me disais, comme énormément de gens, non, quitte à être à l'autre bout du monde, c'est pas pour parler avec des Français. Pour moi, ça n'avait pas ou peu d'intérêt. Et pendant cette période, je mettais vraiment toute mon énergie à m'acclimater à ma nouvelle vie. Ça passait très très vite. C'était une période assez agréable où j'avais énormément de temps libre et de quoi faire. Cette période a donc duré de mai jusqu'à à peu près octobre, période où j'ai trouvé du travail. Et quand j'ai commencé à travailler pendant ce mois d'octobre, il y a eu énormément de choses qui ont évolué. De par mon métier, j'ai dû rencontrer la communauté française et je me suis rendu compte que, en fait, j'en avais besoin de cette communauté française, au-delà de l'aspect purement professionnel. J'en avais besoin pour me sentir bien dans cette vie sur du long terme. Évidemment, quand je suis en vacances quelque part, je ne crée absolument pas de lien avec les Français, je découvre juste. Mais là, le fait que j'allais rester très longtemps, j'ai eu besoin de parler avec d'autres Français qui vivaient les mêmes choses que moi. Je suis de nature assez sociable. Du coup, j'ai vite besoin d'avoir un peu ma petite tribu autour de moi pour me sentir bien. Et j'avais absolument pas réussi à me créer de vrais liens avec les Japonais, pour plein de raisons. J'ai donc eu besoin d'avoir des amis sur place pour pouvoir être aidée dans les difficultés que je rencontrais en tant qu'expat, pour comprendre le fonctionnement de la communauté française, et tout simplement parce que je ne peux pas envisager ma vie sans avoir des amis. Et j'ai besoin de liens au quotidien. J'ai mes amis en France, ma famille, et c'est formidable. Mais j'avais aussi besoin vraiment de voir des gens, de les rencontrer, de les voir en vrai, d'aller boire un café, aller au resto. J'avais besoin de ça. J'ai donc de moi-même été à la rencontre de ces différents expats. L'avantage quand on est à l'étranger, c'est qu'en général, beaucoup de gens font ça. Et donc, il y a plein d'événements qui sont organisés pour ça. Mi-septembre, fin septembre, je me suis rendue au café accueil, par exemple, de l'Association des Français au Japon pour rencontrer des gens. J'ai également été dans des karaokés franco-japonais et j'ai commencé le théâtre avec des francophones. J'avais conscience que personne ne viendrait me chercher. Si j'avais envie de me créer du lien ici avec les Français, il fallait que ce soit à mon initiative. J'ai pu donc me créer un petit réseau assez rapidement. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais les amitiés qu'on crée quand on est expat, ça n'a rien à voir, à mon sens, avec les amitiés qu'on se crée dans la vie non-expat. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Le fait d'avoir cette petite tribu avec moi, ça m'a permis de gérer les coups de blues. Les coups de blues,
On en parle beaucoup, on sait que ça existe dans la vie d'expat, mais tant qu'on les a pas vécus, je trouve qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. C'est pas des coups de blues comme quand on a un coup de blues suite à un événement particulier ou parce qu'on n'est pas très bien. C'est pas tout à fait ça. Moi, je l'ai pas vécu comme ça en tout cas. D'ailleurs, au moment où je vivais ces coups de blues, je n'avais même pas conscience que c'était des coups de blues. Je voyais ça plus comme de la tristesse ou de la colère, mais j'avais tendance à les lier à des événements particuliers, alors qu'en fait, c'était pas tout à fait ça, c'était juste le blues d'être à des milliers de kilomètres de chez moi. Et ces moments de blues, ils étaient vraiment pénibles et ils pouvaient arriver en fait un peu n'importe quand, que ce soit en vacances ou pendant les moments de travail, c'était pas lié. Et ils duraient plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Et pendant ces moments-là, je me sentais pas particulièrement triste. En fait, moi je le vivais un peu, je me sentais en colère, beaucoup plus en colère ou agacée. En fait, c'était des moments où je devenais complètement intolérante vis-à-vis des autres, que ce soit en fait les Français comme les Japonais, c'était pareil. Tout ça était évidemment intérieur, hein. Je n'allais pas me mettre à insulter les gens parce qu'ils vivaient ici, j'aurais trouvé ça un peu barbare. Mais dans ces moments-là, tout ce qui était différent de la vie française, donc des habitudes typiquement japonaises, je ne les supportais plus. Alors que c'était des choses que j'aimais beaucoup à la base au Japon. C'était complètement paradoxal. Alors ça pouvait être tout et n'importe quoi. À un moment donné, ça allait être la politesse des Japonais qui m'agaçait. J'ai souvenir comme ça d'un soir où je rentre et je dis à mon mari punaise, ça m'énerve que la dame que j'ai croisée en bas, elle m'ait souri. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas eux le problème, pas du tout, ça n'a jamais été eux le problème, mais que c'était moi parce que c'est super agréable quand on vous sourit. Et moi, je le ressentais comme, je sais pas, une espèce d'hypocrisie. Enfin, je voyais tout en négatif. Tout ce qui émanait du Japon devenait négatif. Peut-être pas clair, j'en ai complètement conscience, mais c'était tout ce qui était lié vraiment à la vie japonaise qui ne m'était plus vraiment tolérable. Enfin, c'est un peu étrange. Ça pouvait être entendre du japonais dans le métro, je trouvais ça agaçant, alors quand même ils ont le droit de parler leur langue. Ça pouvait être les publicités, parce qu'il y en a un peu plus, beaucoup plus, dans le métro par rapport au métro parisien, et celle-ci, ça m'agressait les yeux, ça allait être la foule, enfin, ouais, tout ce à quoi je m'étais fait pendant toute ma période de découverte, ben là, je supportais plus rien. Ce sentiment était mêlé d'énormément de culpabilité, parce que j'ai complètement conscience qu'en tant qu'expat, on est très privilégié. Donc je me disais, mais enfin, mais t'as pas le droit de te plaindre, je veux dire, arrête. Là, tu t'agaces pour rien. Et je me sentais pas du tout légitime d'avoir ça comme sentiment. Et ces moments, au départ, je les cachais complètement à mon entourage. Il y avait mon mari qui savait un petit peu, puis les autres expats. Mais ma famille et mes amis en France, je leur en parlais pas du tout parce que on a tellement parfois cette image de la vie d'expat rêvée que je voulais pas casser le mythe. Et c'est en discutant en fait avec les autres expats que je me suis rendu compte qu'on vivait plus ou moins tous la même chose. La plupart ne ressentent pas forcément cet agacement pour la vie en général, mais il y en a qui vont trouver que tout est compliqué d'un coup, ou alors que la famille manque réellement, ou qu'il y a certains fondamentaux qui ne sont pas présents. Enfin, chacun le vit vraiment différemment, mais ça arrive à tous les expats, je pense. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis autorisée à parler de cette vraie vie d'expat avec mes proches en France. J'arrivais alors à expliquer que oui, on a énormément de chance d'être expat, mais que c'est pas toujours parfait. Donc j'alternais un peu entre ces périodes de découverte encore et de blues jusqu'à la période d'adaptation et d'acceptation. Cette période pour moi, elle a commencé à peu près entre avril, je dirais, avril à peu près 2018. La plupart des gens appellent cette période la période d'acceptation. Personnellement, je l'ai beaucoup plus vécue comme la période « j'ai fait ma place ». Je suis persuadée que tout le monde a besoin d'avoir sa place au sein de la société. Et c'est encore peut-être plus vrai dans la société des expats, la petite communauté française expat, dans mon cas à Tokyo.
Ici, on a tous le besoin d'être utile, que ce soit pour les japonais, pour les anglophones, pour les francophones, peu importe, mais de ne pas rester entre guillemets à rien faire ou à profiter de je ne sais quels avantages. On a besoin d'être actif, acteur et d'avoir sa place dans cette communauté. On a souvent l'idée que les expats ont une vie super chouette, qu'ils profitent de plein d'avantages et tout ça. Et pour certains, c'est vrai, mais la plupart, on a vraiment ce besoin d'être utile. Personnellement, moi j'ai trouvé cette place au niveau pro et aussi un peu au niveau perso sur des petits projets ou sur des assos. Il y en a qui vont se révéler au niveau de l'associatif, au niveau des parents d'élèves, en organisant des événements. Voilà, chacun y trouve sa place. C'est pas forcément se trouver un travail, mais trouver sa place, quoi. Être utile pour les autres. Personnellement, là j'en suis à une période où je me sens totalement à ma place, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, mais ça a mis vraiment une bonne année à se construire complètement. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment d'avoir eu énormément de chance parce que j'ai trouvé un travail rapidement. J'ai des collègues au top, j'ai réussi à me créer une bande de copains. Donc même si ma famille est loin, même s'il y a des choses qui me manquent ici, c'est sûr, je me sens bien et je me sens pas dans l'attente de l'après-expat. J'ai vu une vidéo ce matin d'Esther, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, qui parlait justement du bonheur en disant qu'on est heureux à partir du moment où on se sent bien dans l'instant présent et qu'on n'attend pas en permanence l'après. Et moi j'ai commencé à vraiment me sentir bien dans cette vie d'expat justement quand je me suis dit ok, là je suis dans ma vie, je suis bien et je n'attends pas l'après-expatriation, notre retour en France ou dans un autre pays, pour être heureuse. Il faut que je sois heureuse dans cette expérience d'expat. Aujourd'hui, au bout d'1 an et demi, j'ai l'impression maintenant de réussir à peu près à jongler entre ces périodes d'acceptation, qui sont les plus courantes, et ces périodes de blues, mais que j'accepte beaucoup plus facilement et j'arrive à en parler beaucoup plus vite parce que je les sens venir. Et du coup, elles se raccourcissent et c'est vraiment beaucoup plus facile à gérer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je la fais pas du tout pour me faire plaindre ou pour qu'on s'intéresse à moi ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment juste pour exprimer mon ressenti sur cette expérience d'expatriation qui était la première pour moi. J'ai pleinement conscience de la chance que j'ai de vivre la vie que j'ai aujourd'hui et j'en profite à 100%. Mais je trouvais ça quand même important de se rendre compte que le Japon, c'est pas, ou la vie expat en général, c'est pas le paradis et qu'on a aussi des moments où on a besoin d'aide, où on a besoin de se confier, où on a besoin d'autres choses et que tous les avantages qu'on a ici, ça va pas résoudre tout ce qui va pas au quotidien. J'aime toujours autant le Japon, j'ai pas envie de le changer, je m'adapte à lui. Comme je peux, on s'apprivoise tous les deux comme on peut. Et j'ai encore énormément de choses à découvrir dans cette ville et dans ce pays qui me fait une petite place le temps d'une expatriation et je compte bien encore en profiter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Surtout vous les petits français qui me disent après en France « Oh, regarde tes vidéos, c'est super chouette !» Dites-le, mettez-moi un petit mot, ça me fera plaisir. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!